romantisme d'Eugène Delacroix à l'impressionnisme de Claude Monet, du génie de Léonard de Vinci à l'expressionnisme de Vincent van Gogh, parcourez les époques à la rencontre des grands maîtres de la peinture. Redécouvrez leurs chefs-d'œuvre et décryptez pourquoi ils ont révolutionné leurs époques, en donnant naissance aux grands courants picturaux tels que surréalisme et impressionnisme. Avec les grands maîtres de la peinture, plongez au cœur de l'histoire de l'art. Il ne faut surtout pas aborder Van Gogh par la thématique de la folie. Si Vincent van Gogh est fou de quelque chose, c'est de lucidité. Être pauvre, être syphilitique, être alcoolique, être atteint d'épilepsie, c'est à la portée de tout le monde. Mais c'est pas parce qu'on est alcoolique, syphilitique, qu'on devient Van Gogh. Donc, au bout du compte, quand on regarde les œuvres de Van Gogh, il faut se purger la tête, obstinément, de toute cette mythologie dont on l'a encombré et ne regarder que la puissance de sa peinture. Vincent van Gogh commence sa carrière d'artiste en 1880, à l'âge de 27 ans. Il est l'un des artistes les plus productifs et les plus instruits de sa génération. Il parle couramment l'anglais, le français et connaît la littérature classique. En 10 ans, jusqu'à son suicide en 1890, il crée une œuvre unique par son application de la couleur et son intense spiritualité. Généreux, intelligent, très intelligent, lecteur, grand lecteur, qui comprend ce qu'il y a écrit. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui lisent, ils ne savent pas ce qu'il y a dedans. Et entier. Alors, je pense que ça lui a valu beaucoup d'inimitié. Il y a un mot de Théo qui résume, et il dit « Inès, personne n'est différent, ou bien on l'adore, ou bien on le déteste ». Van Gogh naît en 1853 à Groot-Zundert aux Pays-Bas. Il est le fils aîné du pasteur Théodore Van Gogh et d'Anna Cornelia Carbentus. Sa famille bourgeoise est connue pour sa dévotion et pour son commerce d'art dans plusieurs pays. Ses influences l'ont suivi durant toute sa vie, bien que Van Gogh n'ait vendu qu'un seul tableau de son vivant. Son œuvre commence à recevoir les louanges des cercles artistiques peu avant sa mort. 6 mois avant son décès, le travail de Vincent van Gogh avait été remarqué par un critique d'art connu qui avait écrit dans le Mercure de France un article de près de 17 pages pour expliquer à quel point le travail de ce Néerlandais était génial. Toute sa famille est dans les arts depuis le début, et il a des oncles qui sont très grands marchands de tableaux. Lui a travaillé pendant 7 ans pour la plus grande maison d'œuvres d'art du monde, Goupil. Il est muté à La Haye, puis à Londres, et enfin à Paris. Sa carrière est caractérisée par une série de faux départs qui l'ont vu passer de l'enseignement du français, de l'allemand et de l'arithmétique dans 2 écoles anglaises, puis a collaboré au sein d'une librairie pour finir par l'étude de la théologie. Il essaye de faire comme son père, il va lire la Bible, etc. Il devient évangéliste, il rate tout, il arrive dans le borinage qui est le fond du fond, et quand c'est raté, qu'il a touché le fond, qu'il est viré, il faut qu'il fasse quelque chose. Et comme il a un talent, une main, il va non pas souhaiter être peintre, mais souhaiter être dessinateur. Il passe 2 ans comme missionnaire. C'est pendant cette période qu'il commence à dessiner les travailleurs de la région, et en particulier des cultivateurs, participant à leur vie quotidienne de dur labeur. C'est l'un des premiers tableaux de Van Gogh. Ces audacieuses couches de peinture sont caractéristiques de son utilisation de la matière. « Je suis sûr d'avoir un instinct pour la couleur », écrit-il à son frère Théo, « et que la peinture est la chair de ma chair. » Au moment où Vincent van Gogh se met à peindre
il est dans un état d'esprit relativement désespéré. Il est dans une impasse. Il fait ce choix par dépit. Il a voulu être pasteur, il a échoué dans cette voie. Il a voulu être marchand d'art, il a échoué également dans cette voie. Et au final, il déclare à son frère dans une lettre que c'est tout ce qui lui reste, c'est sa poignée de dessinateur. Et donc avec cette poignée de dessinateur, il décide de prendre sa vie à bras-le-corps et de s'engager dans une nouvelle voie où il espère devenir lithographe, illustrateur, dessinateur. Mais ce n'est pas au départ l'appel du grand art qui va caractériser sa carrière telle qu'on la connaîtra par après. Les premières œuvres de Van Gogh entre 1880 et 1885 sont des études au ton profond de vert marron. Elles sont peintes avec maladresse sur des sujets de cultivateurs et de mineurs. L'artiste s'inspire beaucoup de Millet, dont il admire l'idéalisation du pauvre paysan. Quand il va voir, aussi à cause du grand succès financier des ventes des Millet et de l'émotion pour les paysans, il va être disciple de Millet, qui considère comme le père. Mais il y en a deux qui sont à ses yeux inaltérables comme le soleil, c'est Millet et Corot. Vincent écrit à Théo: « Le portrait nous touche plus directement et plus personnellement que les prés et les nuages. » Lorsqu'il se retrouve dans le Borinage, qui est une région minière du sud des Pays-Bas, il est effrayé par la situation des mineurs et de leurs familles. Et donc, il va commencer à dessiner tout simplement pour rendre compte de la situation effroyable dans laquelle sont ces hommes et ces femmes. Le caractère individuel de ces sujets transparaît tout autant que leur côté humain. Les études de Van Gogh sur les cultivateurs servent de prélude à sa première œuvre majeure. Van Gogh travaille sur cette toile en avril 1885, produisant plusieurs essais en préparation de la grande toile finale à l'huile. C'est sa première composition. Elle a un peu de tenue, mais comme il a beaucoup travaillé, elle est très sombre, difficile à percevoir, mais quand on a vu, on n'oublie pas. Il écrit à Théo: « J'ai essayé de montrer que ces gens qui mangent leurs pommes de terre à la lumière d'une lampe ont creusé la terre avec ces mêmes mains qui les mettent dans le plat. » Un tableau doit dire une chose et doit la dire bien. Et Vincent a atteint son premier objectif, il procède toujours par étapes, qui est être peintre des paysans. Il se lie très facilement à des gens qui, comme lui, souffrent. Van Gogh ressent un côté dramatique dans ce repas collectif qui met en valeur leur côté humain et leur beauté morale. Le rite d'un simple souper est peint avec un caractère sacré. L'utilisation du noir est un sujet de discorde entre Théo et Vincent. Théo trouve que les couleurs mélangées au noir dans les tableaux de son frère sont trop sombres et foncées. Vincent rappelle à Théo que les maîtres du XVIIe siècle utilisaient beaucoup de noir. Van Gogh ressent un appel personnel et religieux pour honorer les vies de servitude et de dévotion, choisissant les objets les plus humbles. Même avec le soutien financier de Théo, l'artiste vit pourtant dans une extrême pauvreté, préférant dépenser ses maigres ressources en fourniture plutôt qu'en nourriture. Il souffre donc de carences alimentaires durant toute sa vie d'adulte. Van Gogh peint des chaussures à plusieurs reprises durant sa carrière. En tant qu'objet, elles expriment le travail et l'usage. En tant que sujet, leur forme et leur texture posent des problèmes techniques intéressants pour le peintre. Imaginez, encore dans une période où la peinture d'histoire, c'est la grande peinture, où le portrait, c'est le grand genre, etc., etc. Lui, une fleur, une godasse, une pomme de terre a autant d'importance. Et donc il appartient
sans le savoir encore, à ce mouvement qui va être celui de l'impressionnisme, qui est déjà en branle depuis quelques années, depuis un peu plus de 10 ans, hein, et qui est en train de vider la peinture de la hiérarchie des sujets. C'est extraordinairement important. Van Gogh déménage à Anvers en novembre 1885, où il s'instruit pour quelque temps à l'Académie des Beaux-Arts. Il fréquente l'Académie des Beaux-Arts, notamment sous la férule de son maître Verla, qui lui enseigne le dessin d'après le plâtre, une matière morte. Et cette matière morte, très très vite, Vincent Van Gogh en est complètement écœuré, et il préfère les modèles vivants. Donc il va très rapidement se mettre à dessiner dans la rue, à peindre dans la rue, pour avoir des modèles vivants qui lui paraissent beaucoup plus proches de la nature que ces modèles en plâtre qu'il doit dessiner à l'Académie. En décembre, il peint tête de vieillard ainsi que tête de femme. Se trouvant loin des cultivateurs de Nuenen, il choisit des personnages similaires pour sa toile. Pendant 3 mois, il étudie les tableaux des galeries et des musées à Anvers. Van Gogh explique : « Je trouve ici la friction d'idées que je recherche. Ces portraits d'Anvers sont plus recherchés et plus complexes. Ils reflètent l'admiration de Van Gogh pour l'œuvre de Rembrandt, d'Ingres, de Rubens et de Hals, qui étaient tous représentés dans les musées de la ville. » En mars 1886, l'année de son autoportrait, Vincent rejoint son frère Théo dans un petit appartement du quartier Montmartre à Paris. Théo Van Gogh est alors vendeur d'œuvres d'art, une vocation choisie par plusieurs des oncles de Van Gogh. Il s'immerge dans la vie artistique intense de la ville, devient l'ami de Toulouse-Lautrec et visite les expositions des œuvres de Degas, Monet, Renoir et Sisley. Il choisit des chaussures comme sujet de nature morte. Cette toile, probablement peinte peu après son déménagement, montre encore les couleurs sombres de sa période hollandaise. La vue grossie de face des chaussures usées rappelle les têtes de cultivateurs des études des années précédentes. Quand Van Gogh découvre l'impressionnisme et le post-impressionnisme, avec des artistes comme Gauguin, il change alors de manière évidente ses tonalités de couleurs et son utilisation du pinceau. Au début, Van Gogh peint les toits de Paris ou des scènes comme la colline de Montmartre, carrière de pierre. La période que Van Gogh passe à Paris devient rapidement primordiale dans son choix de couleurs plus claires et plus vives. Il rencontre les plus grands peintres français de la période post-impressionniste. Pissarro le pousse à adopter une palette comportant plus de couleurs. Seurat et Signac l'impressionnent suffisamment par l'adaptation du pointillisme pour qu'il en fasse son propre usage. Durant l'été et l'automne, influencé peut-être par les œuvres impressionnistes, Van Gogh termine plus de 30 somptueuses natures mortes de fleurs. Van Gogh, comme d'autres peintres de l'époque, s'intéresse à l'art japonais et commence à rassembler une grande collection de gravures sur bois. L'influence japonaise se traduit dans l'utilisation de perspectives audacieuses et de motifs de décoration plats, où il ajoute des tonalités épaisses de rouge. On retrouve ces caractéristiques sur tous ces tableaux de la série des fleurs. J'ai essayé de traduire l'intensité des couleurs, écrit Van Gogh sur ces natures mortes. Van Gogh est un lecteur avide. D'après ses lettres et ses toiles, nous savons qu'il lisait Shakespeare, Hugo, Zola et Maupassant. Comme dans le tableau « Roman parisien », le livre est un sujet permanent dans son œuvre. Van Gogh utilise cette habitude de recouvrir les romans français avec des couvertures en papier jaune pour créer une de ses toiles aux couleurs les plus vibrantes des années à Paris. Le jaune vif annonce ici 2 des célèbres tableaux sur les tournesols peints en Arles l'année suivante. Autre lieu essentiel, une boutique toute petite qui est celle du Père Tanguy. Le Père Tanguy est un personnage extraordinaire
qui, ayant participé à la Commune, a été condamné au bagne, qui, heureusement, grâce à un élu du 9e arrondissement, est récupéré avant que le bateau ne parte vers Cayenne, et qui donc, après avoir été interdit de séjour à Paris, revient, et là, marchand de couleurs, ouvre sa petite boutique. Et le père Tanguy est non seulement généreux, mais accueillant et d'une intelligence extraordinaire. Et il va, dans cette petite boutique, donner des couleurs à des jeunes peintres qui, à l'époque, n'ont pas un sou. C'est Monet, c'est Pissarro, c'est etc., etc. Et puis, une nouvelle génération qui entre en scène, dont Vincent Van Gogh, et aussi, tout simplement, quelqu'un qui va avoir un certain poids dans la vie de Vincent Van Gogh, qui est Gauguin. Van Gogh réalise ce portrait de son ami moins d'un an après son premier portrait. Cela montre combien Van Gogh progresse dans son travail. Il pense qu'un tableau est aussi le reflet de l'imagination et de l'âme de l'artiste. Van Gogh peint sans beaucoup se soucier de la réalité. Il pose la peinture de couleurs vives en couches épaisses qui rendent l'ensemble harmonieux et plaisant. Les touches de vert et de rouge sur le visage et les mains unissent le personnage à ce qui l'entoure. Une ligne vermeille est tracée de manière surprenante sur le long du costume et s'harmonise avec le rouge de l'arrière-plan. Les bras, les jambes et les revers sont en diagonale pour compenser l'arrière-plan de style japonais sans aucune diagonale. Les yeux de Tanguy sont marqués et les blessures de la vie se lisent sur son visage. Sa fermeté est symbolisée par ses mains étroitement jointes. Entre la galerie Bousseau-Valadon, dirigée par Théo, d'un côté, et puis d'autre part la boutique du père Tanguy, vous devinez que c'est là, fondamentalement, que Vincent découvre l'impressionnisme. Jamais avant, il n'a vu l'ombre d'une toile. Jamais. C'est vous dire que pendant les 2 ans en question vont être, si j'ose dire, presque 2 années d'ordre initiatique, pendant lesquelles Vincent Van Gogh va réellement se donner les moyens d'inventer Vincent Van Gogh et de créer la spécificité, l'unité, la singularité de sa peinture. Les autoportraits de Van Gogh témoignent de l'étendue de son répertoire artistique. Toutes ses recherches sur le style et la couleur se dessinent sur ses tableaux. Les premiers sont peints dans des gris et des marrons qui font très vite place aux jaunes, rouges, verts et bleus. Sa technique au pinceau commence à ressembler à celle interrompue des impressionnistes. Il écrit à sa sœur « Mon intention est de montrer que l'on peut peindre des tableaux tous différents sur la même personne. » Que les influences qui apparaissent dans l'œuvre de Van Gogh soient contemporaines ou traditionnelles, elles sont exprimées dans son propre vocabulaire artistique. Cette toile est une œuvre dans la plus pure tradition impressionniste. Van Gogh peint les piétons en violet et le trottoir en vert. Sa technique au pinceau, moins rigide, donne une impression de rapidité. Dans les paysages de cette époque, Van Gogh explore l'utilisation de la perspective pour organiser la peinture de paysage. Les jardins plats près de Montmartre offrent une large vue et de nouveaux défis à l'artiste. Il les dessine plusieurs fois d'une manière très réussie. Dans ce tableau, il juxtapose des nuances complémentaires de jaune et de violet, de bleu et d'orange, de vert et de rouge, appliquant ainsi le principe qu'une couleur apparaît plus intense quand elle a à ses côtés son complément. Il fait aussi vibrer les couleurs en combinant la technique au pinceau souple des impressionnistes avec la régularité du pointillisme. Sur cette toile, Van Gogh réunit du rouge et du bleu profond dans une tapisserie au pinceau qui va dans toutes les directions. Comme beaucoup de ses amis peintres, Van Gogh est convaincu que la peinture exige une interaction avec l'extérieur. Van Gogh écrit à son ami Bernard « Dans un atelier, on ne peut pas apprendre la peinture comme on ne peut pas apprendre l'art de vivre. » 2 tableaux de l'été 1887
révèle avec clarté la maîtrise de la couleur et de la perspective. Van Gogh prépare la toile, arbre et sous-bois, avec un fond de nuances chaudes de marron rouge qui provoque un contraste frappant avec les couches de vert et de bleu. Ce que l'on demande en art de nos jours, écrit Vincent à sa sœur, c'est quelque chose de très vivant, de très haut en couleur, de très intense. Van Gogh expose ses tableaux dans des restaurants. Certains historiens pensent que le tableau qui décore cette salle à manger est de Vincent van Gogh lui-même. Les restaurants font partie de la vie sociale et commerciale de l'artiste. Il n'est donc pas étonnant qu'il choisisse de peindre un portrait grandeur nature d'un propriétaire de restaurant. Il s'agit probablement de Lucien Martin, propriétaire du Grand Bouillon, où Van Gogh expose ses œuvres. Durant ses années à Paris, Van Gogh travaille sans répit. Comme toujours et plus que jamais, il utilise les lignes et les couleurs de manière novatrice. Ces deux portraits, réalisés juste avant son départ pour Arles, sont entièrement avec une technique de coups de pinceau séparés, créant une composition rythmique grâce à leurs couleurs, leur taille et leur direction variée. On pense que ce tableau est le cadeau d'adieu de Vincent à son frère Théo. Van Gogh y apparaît en peintre tel qu'il se voit, sans aucune prétention. On y voit un homme qui se bat contre la vie malgré la maîtrise de son art. Il ne porte pas l'habit habituel du peintre, mais ce qu'il appelle une blouse bleue paysanne en lin épais. Le tableau, avec sa dominance d'ombre, acquiert la luminosité par son contraste des couleurs, une masse de bleu intense entrecoupée de tons d'orange, de vert et de noir. Les couleurs principales circulent dans tout le tableau. Les rouges réapparaissent dans la barbe, les cheveux et les yeux. Les jaunes ravivent les sourcils, les mains, les pinceaux et les chevalets. La progression du style de Van Gogh de 1886 à 1888 est criante dans 3 de ses portraits. Portrait d'un homme de 1886 poursuit la série des portraits intimes et poignants des débuts de Van Gogh à Nuenen. Portrait d'Alexander Red, peint au printemps 1887, utilise le jeu de couleurs et une technique au pinceau tissée d'une manière assez différente. En décembre 1887, Van Gogh peint L'Italienne, un vrai tour de force artistique à 2 dimensions et sous influence japonaise, dans lequel les couleurs et le tracé ont une valeur individuelle hors de la réalité. Cézanne le fascine, parce qu'il y a une intensité de la lumière chez Cézanne encore démultipliée par rapport à ce qu'il a pu voir chez d'autres peintres. Et donc, très probablement, Cézanne lui a parlé du Midi, lui a parlé de l'extraordinaire intensité de la couleur qu'il y a dans les paysages du Midi. Donc, à l'évidence, c'est cette nécessité d'aller au-devant de la lumière qui provoque le voyage de Vincent. Pourquoi Arles? Pas de raison précise. En février 1888, Van Gogh quitte Paris pour Arles, en Provence. Les années d'ennui et d'adversité ne l'ont pas rendu plus fort, écrit Théo à Will. Il ressent le besoin de vivre dans un climat plus tempéré et ses premiers tableaux du pont Langlois explosent de lumière. Vincent écrit à Théo, un enthousiasme si fort que les coups de pinceau deviennent épais et rapides comme les paroles d'une conversation ou les mots d'une lettre. Alors que le froid de l'hiver laisse place au printemps, Van Gogh peint Péché rose en fleurs, ainsi que 20 autres toiles. La fascination de Van Gogh pour les estampes japonaises ressort dans ce tableau. La branche d'amandier, symbole de la vie qui s'ouvre à la joie. Pour cette œuvre, Van Gogh choisit un jeune amandier avec seulement quelques branches. Il borde un chemin qui traverse la toile, ses fleurs forment un genre de dentelle qui s'étend comme un écran au milieu et au fond de la toile. Van Gogh semble enivré par la saison nouvelle en Arles. Dans Champs en fleurs, les plantes explosent du sol, envahissant la toile de bandes de couleurs et de traits. Je commence à comprendre ce genre de paysage, écrit Vincent à Théo.
Tout comme ce tableau le démontre, le regard de l'artiste a capturé tous les détails du paysage de campagne. La peinture est appliquée de manière épaisse, dans une sorte d'abandon, pour saisir la richesse de la nature. On peut dire que partout surgissent des tons dorés, bronze ou cuivre, écrit Vincent à Théo. Et tout cela avec l'azur vert du ciel blanchi par la chaleur. En Provence, la lumière sature et intensifie les couleurs. C'est le résultat du Mistral qui allonge les nuages en les transformant en voiles transparents qui reflètent la lumière du soleil dans toutes les directions. L'enthousiasme de Van Gogh pour ces nouveaux paysages transparaît dans les portraits qu'il commence en juin avec des couleurs audacieuses et une interprétation directe. Le modèle pour le Zouave est un jeune soldat de l'armée franco-algérienne. En France, son pays, il demeure pourtant étranger et symbolise l'exotisme. Van Gogh choisit des gens ordinaires pour modèles. Il les considère d'une façon directe et classique et dessine leurs portraits avec honnêteté et profondeur. Il y a une importante scission entre le haut et le bas du tableau. La partie supérieure est froide et disciplinée. La silhouette est stable et symétrique, ornée de détails très distincts, placée contre un mur, très froid. Elle est entourée de bandes de couleurs. Le pantalon vermeil sans forme domine la partie inférieure du tableau. Situé au-dessus du sol rougeâtre, rendu instable par les carreaux et leur espacement, la longueur du pantalon nous donne une perspective d'un premier plan qui fuit vers la veste et le mur du fond. Van Gogh peint une jeune fille d'Arles. Je veux peindre les hommes et les femmes comme l'éternité dont le halo en est le symbole, que nous essayons d'exprimer par la brillance et la vibration des couleurs, écrit-il à Théo. Ah, le portrait qui détient les pensées et l'âme du modèle. Van Gogh n'a jamais perdu son enthousiasme pour les portraits de cultivateurs comme Patience Escalier. L'intensité de la lumière contraste avec le côté sombre de l'arrière-plan. L'espoir n'est qu'une étoile, l'enthousiasme de l'âme par la luminosité du soleil couchant, écrit-il. Là se trouve le but du portrait. Il suggère à Théo d'exposer ses nouveaux portraits aux côtés de ceux plus conventionnels afin que le côté ensoleillé, bronzé et balayé par l'air soit accentué par toute cette élégance de visage poudré. Vers la mi-juin, Vincent passe plusieurs jours dans une petite ville de la côte, les Saintes-Maries-de-la-Mer. « La Méditerranée a la couleur du maquereau », dit-il à Théo. « Tu ne sais pas toujours si c'est vert ou violet, tu ne peux même pas dire que c'est bleu. » L'artiste empile littéralement la peinture blanche sur les vagues, s'échouant, et les nuages flottants. Van Gogh termine rapidement 3 superbes marines. Ce tableau est remarquable pour ses bateaux aux couleurs vives, avec leurs mâts entrelacés, ainsi que la mer et le ciel un jour de grisaille. Van Gogh est extrêmement sensible à la couleur, et grâce à elle, il s'est exprimé avec éloquence et sentiment. Il écrit à Théo. Un soir, je suis allé me promener le long de la mer sur la plage déserte. Le ciel était d'un bleu profond parsemé de nuages, d'un bleu encore plus profond que le bleu fondamental d'un cobalt intense. Il y avait d'autres bleus plus clairs, comme la blancheur bleutée de la Voie lactée. Dans la profondeur bleue, les étoiles étincelaient verdâtres, jaunes, blanches, roses, plus brillantes que des émeraudes, des lapis-lazuli, des rubis ou des saphirs. Je voyais la mer d'un bleu outre-mer très profond, la plage violacée et rousse pâle, et sur les dunes, des buissons d'un bleu de Prusse. Ce tableau ressemble probablement à la scène que Van Gogh a observée. Il la représente avec des contrastes étincelants de couleurs pures. Je viens juste de terminer une semaine de travail acharné dans les champs sous un soleil brûlant, écrit Vincent à Théo.
Les tableaux tels que Meules en Provence sont une représentation vibrante et charmante de la France rurale, avec sa paille jaune et son ciel pâle. L'utilisation de la couleur et de la texture est particulièrement riche dans ce tableau. Les tons brillants au premier plan font place à des bandes horizontales de couleurs plus douces, mais de forte intensité. Vincent écrit à Théo: « À présent, ma palette possède de nombreuses couleurs telles que bleu ciel, orange, rose, vermeil, jaune vif, vert vif, bordeaux, violet. Même en intensifiant toutes les couleurs, on arrive encore au calme et à l'harmonie. » Van Gogh rêve de partager avec ses amis une résidence en Arles, un genre d'atelier du Sud. Dans ce but, il loue une maison et invite Gauguin à l'y rejoindre. Ce tableau exprime son espoir de partager un logis créatif. Van Gogh et Gauguin, amis à Paris, le quittent tous deux en 1888. Dans les mois précédant l'arrivée de Gauguin, les deux artistes s'écrivent et peignent beaucoup. Van Gogh déborde d'attention pour la maison. On voit sa chambre sur ce tableau. Tous les meubles ont une signification particulière pour lui. Notamment la série de tableaux de tournesol dont il décore les murs de la chambre réservée à Gauguin. Gauguin, Van Gogh. Gauguin est l'héritier, tout simplement, de deux gars. Deux gars qui préconisent, dans le mouvement impressionniste, une peinture qui se fait dans l'atelier et qui se fait de mémoire. Vincent, lui, quand il arrive à Paris et qu'il découvre toutes les peintures, encore une fois, de Monet, de Sisley, de Pissarro, etc., découvre une peinture qui est peinte en plein air. Et lui, il est justement tenant de ce plein air. C'est vous dire qu'entre l'un, partisan de l'atelier, l'autre, partisan du plein air, les rapports vont être difficiles. On constate l'importance de simples pots ou d'un arrangement quelconque de matériel. Les tournesols eux-mêmes, avec leurs couleurs or brillant et leurs pétales désordonnés, sont un symbole parfait de la Provence. Dans de nombreuses lettres, Vincent parle avec exaltation de la richesse de la couleur qu'il voit dans les tournesols et de son désir de les peindre rapidement avant qu'ils ne se fanent. Gauguin vient et Vincent a accroché ses 12 et ses 14 tournesols dans la chambre de Gauguin. Gauguin est assez sidéré et il se brouille. Vincent se coupe l'oreille. Gauguin s'en va. 15 jours après, Gauguin lui demande vos tournesols sur fond jaune, les 14 tournesols d'Amsterdam. Et Vincent lui dit, après ce qui s'est passé entre nous, vous ne les aurez pas, mais je veux bien peindre une copie pour vous. Et il peint un tableau extraordinaire, le meilleur de la série, qui est la toile de Londres. Un bouquet. Hein, mais un bouquet, c'est des fleurs de Vincent, c'est à tomber par terre. Pendant des années, Vincent n'a pas eu de modèle de manière facile. Et tout à coup, enfin en Arles, il y a un certain facteur Roulin, qu'on appelle facteur, mais pas par erreur en l'occurrence, il est tout simplement chargé de s'occuper des paquets qui arrivent à la gare et de les redistribuer. Donc il n'est pas véritablement facteur, mais qu'importe. Et sa famille va être pour Vincent une sorte de famille adoptive pendant son séjour en Arles. Et tous les membres de la famille, le facteur, sa femme, les enfants, et Dieu sait qu'il y en a, vont tous être les modèles de Vincent. Augustine Roulin, la mère de la famille, vient juste de donner naissance à une petite fille. Elle pose pour Van Gogh qui écrit « Si j'avais la force de continuer,
j'aurais peint des portraits de saints et de saintes qui auraient l'air d'appartenir à une autre époque. Elles seraient les femmes bourgeoises d'aujourd'hui. Avec son modeste mais solide emploi, Joseph Roulin élève une famille de 5 enfants qui servent tous de modèle à Van Gogh. Il réalise 23 portraits. Les portraits des fils Roulin, Armand et Camille, montrent des études intéressantes de la jeunesse et de l'enfance. Van Gogh représente les garçons de manière individuelle, leur expression est pensive et sérieuse. Il peint 5 portraits d'Augustine, l'épouse du facteur, 3 portraits du bébé, Marcel, et les portraits d'Armand et de Camille. Van Gogh exécute une série de portraits de Madame Ginoux, l'épouse du propriétaire du café qu'il fréquente avec Gauguin à Arles. Elle pose en grande concentration sur ses livres. Les formes plates de la toile reflètent l'influence de l'art japonais dans la technique de Van Gogh. Cette toile montre l'intérieur de l'établissement Ginoux dans une lumière morose. Le café où l'artiste prend ses repas, boit et fume, représente cet endroit où, comme il l'explique à Théo, les gens errant dans la nuit venaient se réfugier quand ils n'avaient pas assez d'argent pour se loger ou quand ils ne voulaient pas dépenser. Gauguin et Van Gogh ne se rejoignent pas du tout dans leur peinture, particulièrement en ce qui concerne Arles. Van Gogh s'est installé en Arles avec enthousiasme, ce qui n'était pas le cas de Gauguin. « Je me sens comme un étranger en Arles », écrit Gauguin à un ami. « C'est si insignifiant et si misérable, la région comme les gens. » Déçu par la remise en question de son atelier et le départ imminent de Gauguin, Van Gogh se coupe le lobe de l'oreille le 23 décembre. Vincent s'est coupé l'oreille et est allé au Boxon voir la gamine auprès de qui il avait ses habitudes, et il lui a remis son oreille dans une enveloppe. Il est complètement saoul. Et évidemment, il n'est pas très fier d'avoir de s'être coupé l'oreille, d'avoir fait descendre Théo, qui est venu de Paris. Que va faire Vincent? Il va lui dire ça va. Alors il se peint, il fait froid avec son manteau. Il met derrière quoi, une estampe japonaise, et donc il montre à Théo que ça va, et que bon, et après il lui dit « Je te prie d'oublier cet incident ou pas cet incident de manière délibérée ». Donc on n'en parle plus, c'est réglé. À l'hôpital, Van Gogh est placé dans le service du docteur Félix Ray, un jeune interne qui s'avère être l'un des médecins les plus attentionnés. L'artiste, reconnaissant, lui offre ce tableau. Van Gogh se remet de sa blessure. Mais en février 1889, un grave accès de paranoïa l'oblige à une longue hospitalisation. En mai, Van Gogh se fait volontairement interner à l'asile de Saint-Rémy, à quelques kilomètres au nord d'Arles. Là-bas, dans un monastère du XIIe siècle, encouragé à peindre, il suit un rythme de vie calme, à l'écart des ennuis du monde. Ses médecins pensent que sa maladie est probablement une forme d'épilepsie. En janvier, Théo annonce ses fiançailles avec Johanna Bonger. En avril, ils se marient. Pendant ce temps, Van Gogh continue de peindre à Saint-Rémy, où il possède une chambre et un atelier adjacent. À travers les barreaux de fer de la fenêtre, je vois un champ de blé clôturé au-dessus duquel le soleil se lève dans toute sa gloire, écrit-il à la fin du mois de mai. La scène derrière les murs attire de plus en plus l'artiste. Dans Champ de coquelicots,
il semble que Van Gogh commence à introduire le paysage provençal en dehors de l'asile. Ce paysage resplendit de plantes vibrantes. Des iris violets sont mis en évidence par des tons orange, amenés subtilement par du calendula, un sol rude et les calices dorés. Bien que les couleurs soient captivantes, le centre d'intérêt de l'artiste repose sur les formes circulaires. Ce tableau, avec son explosion de feuillage orange, n'affrontant pas le ciel indigo, montre la fascination de Van Gogh pour la végétation éparse du sud de la France. Plus que toute autre plante, les cyprès symbolisent la richesse visuelle que Van Gogh observe autour de lui. Ils sont très présents dans tous ses tableaux. Cette toile place la petite ville au-delà du ciel, dans l'univers. Les coups de pinceau de Van Gogh sont rythmés et calculés, conduisant ainsi le regard à travers la toile. Sa technique, audacieuse, motivée et riche en pigments, brave les risques jusqu'à la témérité. C'est comment rendre cette chose, comment rendre le mouvement des étoiles. Et tous les gens qui ont étudié ces nuits étoilées sont complètement sidérés par la justesse des choses. Et une des vues de nuit qu'il a peinte à Auvers-sur-Oise a été datée parce que la position des astres est juste et finie, au jour près. À l'asile de Saint-Rémy, Van Gogh a des difficultés pour trouver les modèles de ses portraits. Il lui reste donc les autoportraits. Il fait le portrait d'autres patients, observant alors que beaucoup d'entre eux n'avaient pas l'air fous du tout. Il écrit « Je travaille sur un portrait d'un des patients. Il est curieux de constater qu'après s'être habitué à eux, on ne les voit plus comme des fous. » Van Gogh apprécie la compagnie de Trabuc, le surveillant de l'asile. Il écrit à Théo. Il est marié et vit dans une petite maison à quelques pas de l'établissement. Il a un visage très intéressant. Il s'agit d'un homme qui a vu beaucoup de souffrances et de morts. Il y a une sorte de calme contemplatif dans son visage. C'est avec une véritable joie que Van Gogh accueille la naissance de son neveu, fils de Théo et de Johanna. Il écrit à sa mère. « J'ai commencé tout de suite à peindre un tableau pour lui, pour qu'il le mette dans sa chambre. » En mars 1890, Van Gogh expose 10 tableaux au 6e salon des indépendants à Paris. Théo lui écrit. Monet affirme que tes tableaux étaient les meilleurs de toute l'exposition. Malheureusement, cette bonne réputation dans le monde de l'art arrive trop tard. Van Gogh tombe à nouveau dans la maladie dont il souffrait à Saint-Rémy, ce qui l'empêche de peindre pendant des périodes de plusieurs semaines. À la merci d'une rechute, il décide de se rapprocher de ses racines et rentre à Paris. Mi-mai, Van Gogh et des amis de Paris rendent visite à Théo pendant 4 jours. Johanna écrit. C'était un homme fort, aux épaules larges, avec une bonne mine et le sourire aux lèvres. Il était heureux et enthousiaste de voir ces tableaux qui tapissaient les murs de notre maison. Quand Vincent arrive à Auvers, il est, au bout du compte, assez serein. Il n'y a plus de crise grave depuis quelques mois déjà. Et donc, il a pu sortir de l'hospice de Saint-Paul-de-Moselle, à côté de Saint-Rémy-de-Provence, donc, et repasser par Paris. Il y reste très peu de temps, 2 jours, avant d'arriver à Auvers. Là, le docteur Gachet est censé s'occuper de lui. Sur les conseils du docteur Gachet et avec l'aide de Théo, Van Gogh s'installe à Auvers-sur-Oise, petite ville de campagne proche de Paris. Les allées et les maisons du village représentent des sujets familiers pour Van Gogh depuis son enfance en Hollande. C'est une ville aimée des peintres, particulièrement à cause de la présence du docteur Gachet, un médecin homéopathe qui soigne aussi Cézanne
et Camille Pissarro. Van Gogh se lie tout de suite d'amitié avec le docteur Gachet. « J'ai trouvé un ami parfait en la personne du docteur Gachet. » Il écrit à Théo qu'il réalise le portrait du docteur Gachet avec son expression fatiguée. Les tons riches de bleu passant de profond à clair servent à souligner la pâleur du visage. Ils restent copains 3 semaines, mais après, il y a une rupture de fond. Et Vincent ne veut plus voir ce monsieur qui lui a fermé sa porte. Alors il y a peut-être une histoire aussi avec une des filles qui habitait chez Gachet, et c'est sans doute la raison. Cette toile fait partie de plusieurs tableaux d'enfants à Auvers. Van Gogh pense que les enfants de la région sont, ainsi qu'il l'explique à Théo, resplendissants de santé et de solidité campagnarde. Ce tableau évoque certainement ce sentiment. La représentation des champs dans les portraits d'Auvers s'oppose au large mur de ses œuvres réalisées en Arles. Paysanne dans un champ de blé, prête autant d'attention aux mains, marquées par le dur labeur du modèle, qu'à l'expression sérieuse de son visage. Les paysages que Van Gogh peint à Auvers en juin 1890 montrent des vers paisibles, symbolisant peut-être le fait qu'il croit aux vertus curatives de la campagne. Vincent va d'une manière extraordinaire, comme s'il était profondément conscient de cette nécessité, travailler, mais inlassablement, des dizaines de dessins et pratiquement une toile par jour, dans les 70 derniers jours de sa vie à Auvers-sur-Oise. Cette toile montre un paysage sage, une sorte d'asile. Les verts et les bleus dominent dans cette scène rurale, dont l'artiste devient familier. Van Gogh admire l'œuvre du peintre d'Aubigny. Aussi est-il heureux d'apprendre que sa veuve continue de vivre à Auvers. La représentation de son jardin est peut-être le plus paisible des paysages d'Auvers réalisés par Van Gogh. Van Gogh peint constamment des paysages, des portraits des habitants d'Auvers. La fin du printemps et le début de l'été passé là-bas représentent les périodes les plus harmonieuses de sa carrière. Pour cette œuvre, il se sert des contrastes de violet et d'orange dont il a le secret. Mais ici, il l'enrichit de bleu-vert avec des tons jaune-vert adoucis par la pluie. L'œuvre prend presque une apparence cubiste. Vincent informe Théo qu'il peint de vastes champs de blé sous un ciel troublé. Parmi cette série de grands tableaux se trouve « Champ de blé au corbeau ». Certains le voient comme son dernier tableau. La décision du suicide de Van Gogh et ses raisons ne sont pas très claires. On sait juste que le 27 juillet, dans les champs d'Auvers, Van Gogh s'est tiré une balle dans la poitrine et s'est ensuite traîné jusqu'à sa chambre. Le docteur Gachet est appelé, ainsi que Théo. Malheureusement, Vincent est dans des conditions financières difficiles et surtout, il sait qu'il est Vincent. Il sait qu'il est en train de flanquer un coup de balai dans la peinture. Et quand ça ne marche pas, il a une bonne opinion de lui-même. Quand ça ne marche pas, on comprend pourquoi aussi ça pousse au suicide. Le 29 juillet 1890, Van Gogh meurt auprès de son frère Théo. Le matin suivant, 8 de ses amis viennent de Paris pour mettre ses tableaux sur les murs de sa chambre. Théo remarque. Le docteur Gachet est le premier à apporter un bouquet de tournesol
parce que Vincent les aimait tant. Émile Bernard écrit sur cet événement: « Sur les murs de la chambre où son corps reposait, tous ces derniers tableaux comme un voile autour de lui. La grandeur du génie qui émanait d'eux rend sa mort encore plus douloureuse pour nous les artistes qui étions là. Le cercueil disparaissait sous les fleurs, des tournesols qu'il aimait tant, des dahlias jaunes, des fleurs jaunes, partout. Nous sommes montés sur la colline aux abords d'Auvers, tout en parlant de lui, de l'élan audacieux qu'il avait donné à l'art, des grands projets auxquels il pensait, et de tout ce qu'il nous avait apporté de bon. » Théo écrit à sa mère: « On ne peut pas écrire la profondeur de son chagrin. Omer, c'était mon frère, mon propre frère. » Vincent a dû faire quelque chose comme 1500 tableaux. Il y a beaucoup de perdus, d'égarés parce qu'on n'a pas pris soin. Il y en a beaucoup de pas reconnus. Si vous voulez mon opinion d'expert sur ce truc, il y a 6 Vincent en France localisés, précis, que j'ai vus, que j'ai tenus entre les mains, que j'ai étudiés, qui sont bons. Il y en a ailleurs aussi. Et le classement des Vincent n'est pas terminé. Théo organise une exposition posthume des tableaux de Vincent en septembre, après quoi il s'éteint aussi, se trouvant au dernier stade de la syphilis dont il souffrait. Johanna fait enterrer Théo près de Vincent, à Auvers. La tombe des 2 frères se trouve à quelques pas du célèbre champ aux corbeaux, et les pierres tombales en granit sont couvertes de lierre, symbole de leur attachement. La plante a grandi d'une greffe prise dans le jardin du docteur Gachet. Après la mort de Théo, en janvier 1891, Johanna, la belle-sœur de Vincent, qui ne l'avait rencontré qu'à quelques rares occasions, dédie sa vie entière à ses tableaux et à ses lettres. Sans Théo et Johanna, jamais le monde n'aurait connu la valeur inestimable de l'œuvre de Vincent van Gogh.